Oran, fondateur du groupe de rang S le plus puissant, fut renvoyé par ses amis, jugeant sa magie de soutien insuffisante. Mais Oran n'avait jamais été mage, il décide de retrouver sa véritable passion, l'épée, pour devenir le plus grand aventurier de tous les temps. Oran erre sans but, dans le donjon, seul, l'air lasse de son existence, quand il tombe sur un rat démoniaque. Il sort son épée, qu'il n'a pas maniée depuis ce qui semble être une éternité. Il se tourne vers le monstre et l'abat d'un coup net, réalisant qu'il a un peu perdu la main après n'avoir pas utilisé son épée depuis si longtemps. Cela attire l'attention d'autres rats du donjon, qui se précipitent aussitôt sur Oran pour l'attaquer. Ces créatures ne font pas le poids face au créateur du groupe du héros, qui d'un geste rapide abat les rats restants. Il observe les cœurs éparpillés sur le sol du donjon et se dit qu'il n'est peut-être pas si rouillé, qu'il y a encore de l'espoir pour lui en tant qu'épéiste solitaire. Avant qu'il ne puisse se retourner, il est encerclé par des gobelins bien plus forts que les rats démoniaques, et Oran le sait. Il ne prend aucun risque et utilise sa propre magie de soutien sur lui-même, augmentant sa force pour une courte durée, le rendant plus résistant et son épée plus dangereuse. Les gobelins attaquent Oran, mais ils ne font pas le poids face à sa vitesse et ses compétences, acquises au sein d'un groupe de rang S. Il les massacre un par un, réalisant qu'il n'avait jamais vraiment testé sa magie de soutien sur lui-même et à quel point cela le rend surpuissant. Il allait baisser sa garde après avoir éliminé la première vague. Mais avant de pouvoir souffler, une seconde vague de gobelins l'attaque de front. Sachant que son enchantement de soutien allait bientôt s'estomper, il fonce tête baissée et tranche tous les gobelins sur son passage, en poursuivant même un dernier pour l'envoyer en enfer. Son enchantement défensif s'estompe et il réalise que son sort ne dure que 3 minutes de combat, ce qui signifie qu'il doit être très prudent quant au moment et à la manière de l'utiliser. C'est alors que la troisième vague de ces gobelins incessants entre dans le donjon et fonce sur Oran à toute vitesse, cherchant à le tuer. Mais Oran parvient à les maîtriser une fois de plus et commence à les abattre un par un. Il réalise vite que son enchantement touche à sa fin, alors il utilise le sort une dernière fois, juste avant la fin, pour poursuivre son assaut et achever les derniers gobelins de la horde. Tandis qu'il voit la vie quitter les yeux du dernier gobelin, le souvenir de cette soirée le hante encore. Il se souvient encore d'Oliver entrant dans son bureau avec Anne et Derrick, lui annonçant sans détour qu'ils allaient le renvoyer du groupe du héros. Oran, sous le choc, tentait de comprendre ce qui se passait. Il se tourne vers Oliver, lui demandant de quoi diable il parlait. Ils étaient censés être les meilleurs amis, mais Oliver, froid et calculateur, lui dit que le fait d'être un ami du même village ne cachait pas qu'il était le membre le plus inutile de l'équipe. Anne et Durick interviennent tous deux, affirmant qu'il ne fait que les ralentir et les empêcher d'atteindre la grandeur. La vie d'Oran défile devant ses yeux, tandis qu'il tente de donner un sens à cette situation surréaliste. Comment son meilleur ami pouvait-il décider de le renvoyer du groupe qu'il avait lui-même créé? Un groupe devenu célèbre comme celui du héros, grâce à la rapidité avec laquelle ils avaient traversé les donjons, devenant l'un des meilleurs du pays. Oliver explique que lors de la dernière mission de nettoyage de donjons en collaboration, il a observé d'autres groupes et à quel point l'enchanteur de leur équipe était fort et capable d'aider les autres membres, et comparé à cela, Oran est totalement inutile. Oran n'en croit pas ses oreilles, et rétorque qu'il n'est pas enchanteur à la base. La seule raison pour laquelle il a endossé ce rôle, c'est parce que personne dans le groupe n'avait d'aptitude pour la magie. Il a donc sacrifié sa position d'épéiste, a commencé à s'entraîner comme enchanteur, et a même créé son propre style de magie pour compenser son manque de talent en tant que mage de soutien. Anne lui rit au nez, le traitant de minable pathétique qui cherche des excuses, car Oliver était un bien meilleur épéiste que lui dès le départ. Oran se tourne alors vers Oliver, son dernier espoir. Mais Oliver lui dit froidement qu'ils ont même trouvé un enchanteur de remplacement, qui les aidera à gravir les échelons et à atteindre la grandeur. Oran accepte finalement la nouvelle réalité et le fait qu'il n'a plus sa place dans ce groupe. D'un dernier adieu, il se tourne pour partir quand Anne rit, affirmant qu'il n'aurait jamais dû faire partie d'un groupe de rang S, de toute façon, puisque son maniement de l'épée et sa magie sont tous deux de rang A, ce qui fait de lui un touche-à-tout pathétique, mais maître de rien. Finalement, il revient à la réalité en avançant, pensant au nouveau style de combat qu'il a développé, fusionnant les rôles traditionnels d'épéiste et de mage. Il décide qu'il continuera d'être un touche-à-tout, mais qu'en même temps, il les maîtrisera tous et leur montrera la gigantesque erreur qu'Oliver et les autres ont commise. Au moment de partir, un groupe de 4 aventuriers entre en trombe dans la salle de téléportation, à bout de souffle. Leur chef demande s'ils vont bien, car ils ne s'attendaient pas à autant d'orques d'un coup. L'un des membres intervient, affirmant qu'ils ont laissé la fille derrière eux. Le chef prétend avoir pris la bonne décision, car s'ils avaient tenté de l'aider, ils seraient tous morts. Et de toute façon,
La fille venait de rejoindre leur groupe aujourd'hui, il a donc évidemment privilégié son vieil ami, la blessure de son propre groupe l'ayant abandonné était trop fraîche dans son esprit, alors Oran se tourne vers les hommes et leur dit qu'il déteste les gens comme eux. L'un d'eux affirme qu'il n'aurait rien pu faire pour l'aider, et un autre tente d'attaquer Oran. Mais il est maîtrisé et projeté au sol, tandis qu'Oran leur dit de fermer leur sale gueule et de s'enfuir. Sur ce, il se tourne vers le chef et lui demande avec colère où diable il a laissé la fille mourir, puis il fonce dans cette direction pour la sauver. Il la trouve au fond d'une grotte, complètement acculée, face à ce qui semblait être une armée d'orques. Elle reculait contre le mur, les larmes aux yeux, et utilisait son bouclier défensif tandis que les orques avançaient. Son bouclier ne tint pas longtemps, car bientôt les orques réussirent à le briser et s'apprêtaient à lui ôter la vie. C'est alors qu'Oran intervient et utilise sa magie du vent pour les repousser. La jeune fille, choquée, était étourdie. Mais Oran ne perdit pas un instant, sortit son épée et fonça sur les orques. Le premier orque tenta de le projeter au sol, mais Oran bloqua l'attaque facilement et avec sa propre magie de soutien en renfort, il tailla les orques comme s'ils étaient moins faits de beurre. La jeune fille restait là, confuse, se demandant si Oran était un épéiste ou un mage, car il utilisait sa magie de renforcement pour aiguiser sa lame avant de se jeter sur les orques, tranchant leurs armes et leurs corps sans distinction. Il réalise que les gars avaient raison, il n'aurait jamais pu gérer autant d'orques d'un coup, mais il aurait préféré mourir plutôt que d'abandonner un membre du groupe. Avec cette pensée, il a tranché des dizaines de monstres en même temps. Tandis que la jeune fille regardait, émerveillée, se demandant qui était cet homme, Oran poursuivait son carnage. D'une seconde rafale d'attaque, il réussit à abattre chaque orque de la grotte, ne laissant derrière lui que leurs cadavres et leurs cœurs brillants. Sur ce, il se tourne vers la rousse au fond de la grotte, mais la trouve allongée sur le sol, l'adrénaline retombée. Au coucher du soleil, ils sortent du donjon, et la rousse se présente comme Sophia, avant de l'inviter à dîner, en signe de remerciement, pour lui avoir sauvé la vie. Oran finit par accepter, et la suit jusqu'à une taverne appartenant à la guilde des lapins d'argent. Il réalise qu'elle fait partie de la guilde, car elle porte aussi un blason sur sa cape, et se rend compte qu'elle lui rappelle quelqu'un sans pouvoir mettre le doigt dessus. Cette confusion disparut vite quand Sophia lui présenta sa sœur aînée, Selma, qu'Oran connaissait déjà, car elle était aussi une enchanteuse de rang S d'un autre groupe. Selma était la plus forte enchanteuse du pays, et c'est elle qui avait conçu le système de division des rôles, l'épéiste qui attaque, le tank qui absorbe les dégâts, et le mage qui apporte son soutien. Shay regarde Oran avec dégoût, et lui dit qu'elle va appeler le FBI, car sa sœur n'a que 14 ans. Oran lui répond aussitôt que son nom ne figure pas dans les dossiers Epstein, donc elle peut se détendre. Tandis que Sophia explique à sa sœur qu'Oran lui a sauvé la vie, Selma se calme un peu et réprimande sa sœur pour être allée seule dans un donjon sans la prévenir. Il commence vite à parler, et Oran raconte à Selma qu'il a été renvoyé du groupe du héros, il est donc plus ou moins un vagabond à ce stade. Il voit aussitôt les yeux de Selma pétiller, et il se demande si elle songe à le recruter dans son groupe. Mais avant que cela ne puisse arriver, il dit à Selma qu'il n'a pas l'intention de rejoindre un groupe dans un avenir proche pour l'instant. Selma lui dit de ne pas se flatter, et lui demande s'il est partant pour un travail. C'était surprenant pour Oran, qui, curieux, s'enquiert du poste. Selma affirme qu'un grand groupe de sa guilde descendra dans les donjons demain. Le groupe comprendra de nombreux nouveaux aventuriers, et les membres de rang A sont censés les garder, s'assurer que les boss d'étage qui apparaissent tous les 10 niveaux sont vaincus et qu'il n'y a pas de victimes. Elle affirme que l'expédition est approuvée par un sponsor, et elle serait ravie si Oran acceptait de les accompagner en tant qu'aventurier supplémentaire. Elle dit aussi à Oran qu'elle respecte vraiment ses compétences et sa force, sinon elle ne lui aurait pas demandé cela. Cela le touche profondément, car la raison pour laquelle il avait été renvoyé de son groupe était que ses membres avaient été impressionnés par Selma elle-même lorsqu'elle présentait sa magie. Et c'est pourquoi ils avaient décidé qu'ils avaient aussi besoin d'un meilleur mage pour leur groupe. Oran accepte, mais à la condition de ne descendre dans le donjon qu'en tant qu'épéiste, car il n'est plus mage. Selma est un peu inquiète, mais décide que le recruter est plus important, car il reprendra très probablement son rôle principal de mage si les choses tournent mal. Après le dîner, Oran décide de visiter une boutique pour s'équiper, et le vieil homme le salue aussitôt comme un vieil ami. Le vieil homme était le fournisseur d'armures et d'armes d'Oran depuis le tout début, quand Oran n'était personne, et le cœur lourd, Oran lui révèle qu'il ne pourra plus faire de publicité pour lui, car il ne fait plus partie du groupe du héros. Il affirme que personne ne se souciera plus des armes qu'il utilise, ou de l'endroit où il se procure son armure, et s'excuse auprès du vieil homme de l'avoir déçu. Le vieil homme sourit simplement et le remercie pour tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, affirmant que les gens l'écouteront toujours, car c'est une personne sincèrement gentille et forte qui retrouvera le chemin du sommet. Cela lui tire étonnamment une larme, car il réalise que quelqu'un compte encore sur lui, et il décide de tout donner pour se reconstruire à partir de zéro. Le lendemain matin,
Oran accompagne Sophia pour rencontrer le chef du clan des Lapins d'Argent, connu sous le nom de Vince. Il accueille Oran dans le bâtiment de leur clan et se présente. Oran répond que c'est un honneur pour lui de rencontrer le chef d'un clan aussi puissant que les Lapins d'Argent. Vince sourit à cela, affirmant qu'il n'a pas besoin d'être si tendu, car ils sont tous deux égaux. Vince affirme qu'il est bien conscient des exploits d'Oran, et sait qu'il fut l'une des raisons clés du succès du groupe du héros. Il estime qu'il devrait laisser les amabilités de côté, et plutôt essayer de comprendre ce que l'autre pense réellement. Il devrait en moi se concentrer sur la tâche à accomplir, cette expédition d'enseignement. Vince se tourne vers Selma pour l'explication, et elle commence en mentionnant qu'ils iront du premier étage du donjon jusqu'au 51e étage en l'espace de 3 petits jours. Elle affirme qu'ils arrêteront leur voyage au niveau 21 le premier jour, et continueront le deuxième jour jusqu'à l'étage 36, et enfin le troisième jour, ils visent à conquérir le 51e étage. En expliquant tout cela, elle se souvient de la conversation qu'elle a eue hier avec Vince, lorsqu'elle lui a annoncé qu'Oran avait été renvoyé du groupe du héros. Vince a aussitôt affirmé que le groupe du héros avait commis la plus grande erreur de sa vie, car sans Oran gérant tout à la perfection, il ne serait plus aussi fort qu'avant. Selma était d'accord avec cette évaluation, affirmant que sa magie de soutien les avait menés à un très haut niveau, ce qui leur aurait été impossible sans son aide. Elle sait qu'à l'état brut, la magie de soutien d'Oran n'est pas aussi puissante que celle de certains mages de soutien de rang S, mais il compense cela par sa vitesse d'incantation, qui est au moins 4 fois plus rapide que la sienne. Elle se souvient du combat, affirmant qu'il utilisait aussi plusieurs de ses propres sorts originaux, et plus encore, sa capacité à comprendre la situation et à y réagir avec des décisions claires est pratiquement inégalée. Sans lui dans l'équation, le groupe du héros ne pourra pas conserver sa position de leader, ce qui signifie que les Lapins d'Argent peuvent intervenir et saisir l'avantage pour devenir le groupe le plus fort du pays. Tout cela a un peu troublé Vince, car il ne comprenait pas pourquoi un enchanteur incroyablement talentueux accepterait un raid conjoint dans un donjon où il avait peu à gagner. Selma répond que la plupart du temps, les mages de soutien n'obtiennent pas la renommée qu'ils méritent, et oui, elle est célèbre, mais c'est juste parce que ses mouvements étaient suffisamment spectaculaires pour attirer l'attention. Tandis que les mages vraiment puissants sont laissés dans l'ombre, sans aucune renommée propre, elle revient à la réalité quand Oran prend la parole et demande de confirmer qu'il y aura 10 groupes de recrues se dirigeant vers les donjons et 5 accompagnateurs, y compris Selma et lui-même. Les recrues s'occuperont de tous les monstres en rotation, mais si quelque chose d'inhabituel se produit, les accompagnateurs interviendront pour s'assurer que les recrues restent indemnes. Ils trouvent cependant une chose déroutante et demandent pourquoi il n'y a que 5 accompagnateurs. Si leur idée est d'assurer une expérience sûre aux recrues, pourquoi ne pas engager plusieurs groupes de rang A au lieu de 5 S-rankers séparés? Selma répond que la seule raison est que les recrues doivent aussi ressentir le stress de traverser un donjon et ne pas surestimer leurs capacités. Oran ne croit pas du tout à son explication, mais il sait qu'ils ne révéleront pas leur véritable motif à un étranger non affilié à un clan. Quoi qu'il en soit, Oran décide d'accepter la quête, car il n'a rien de mieux à faire de toute façon. Vince semble content et affirme qu'il sera payé 2 pièces d'or d'avance et 10 de plus à l'achèvement de la tâche. Cela le surprend un peu, il demande si ce n'est pas trop, car c'est l'équivalent d'une année de salaire, mais Selma répond qu'il l'apprécie beaucoup, et c'est pourquoi ils veulent s'assurer qu'il est suffisamment rémunéré. Oran les remercie et promet de les retrouver le lendemain matin, espérant le meilleur. Le lendemain matin arrive vite, et Oran se présente à l'entrée des donjons, où il trouve un groupe de nouveaux aventuriers attendant leur départ. Il trouve vite Sophia et Selma prêtes pour l'aventure, et complimente Selma sur sa tenue, ce qui agace Sophia, qui lui rappelle encore qu'elle est mineure. Oran lui dit de se calmer un peu, car il n'est pas non plus fan de Michael Jackson. Sophia lui demande où il vit actuellement, car avant il habitait dans le manoir de leur groupe. Oran répond qu'il loge actuellement à l'auberge, mais qu'il trouvera bientôt un endroit convenable où s'installer. Sur ce, Oran regarde autour de lui et affirme que tout le monde semble être arrivé et qu'ils devraient dès peut-être commencer leur expédition. Selma est d'accord et dit à Sophia de rejoindre son groupe avant de diriger Oran vers les 3 autres recrues chargées de veiller au bon déroulement du voyage. Selma présente Oran aux autres, affirmant qu'il est incroyablement fort et qu'elle lui fait confiance. Les 3 autres accompagnateurs l'accueillent aussitôt en se présentant. Le gars aux cheveux bleus nommé Ant affirme qu'il est un tank, et le blond nommé Burn fait de même, déclarant qu'il est aussi un tank. La dernière, une fille aux cheveux courts, s'avère être une guérisseuse nommée Cathy. Oran réalise aussitôt qu'il est un attaquant de première ligne, et Selma, l'enchanteuse, ce qui fait d'eux un groupe d'accompagnateurs très équilibré. Mais ils se demandent quel était leur plan s'il avait refusé leur offre de se joindre à eux. Ils pensent qu'il y a définitivement quelque chose de louche, mais décident de continuer pour l'instant, et de voir comment les choses se déroulent.
Bientôt, Selma rassemble toutes les recrues en un seul endroit et les présente à Oran, affirmant qu'ils ont obtenu une aide incroyablement forte pour ce voyage, donc ils n'ont pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Elle affirme qu'Oran est allé jusqu'au 84e étage, ce qu'elle n'a même pas encore fait, et qu'il faisait partie du groupe du héros lui-même, ce qui est en fait l'une des personnes les plus fortes du pays. Cela motive vraiment les novices qui se sentent aussitôt beaucoup plus confiants pour ce voyage. Mais tant de pression commence à intimider un peu Oran, car il sait maintenant que tant de gens comptent sur lui. Cela dit, elle demande aux autres accompagnateurs de prendre le contrôle de leur groupe, tandis qu'elle dit à Oran qu'il va diriger le 10e groupe, le plus prometteur de tous. Et elle croit qu'avec les bons conseils, ils peuvent facilement gérer même les donjons de niveau intermédiaire. Cela trouble encore un peu Oran, qui se demande pourquoi elle lui confierait le groupe vedette, à lui qui est censé être un étranger. Quoi qu'il en soit, il se dirige vers le 10e groupe et réalise que Sophia en fait partie. Il demande si quelqu'un de leur groupe est en retard, car il ne voit que 3 individus, mais un garçon blond, nommé Logan, affirme que seuls appartiennent à ce groupe. C'est un peu inhabituel, car un groupe de 3 hommes est assez rare, mais le blond répond qu'ils ne sont que 3, car personne ne peut les suivre de toute façon. Il prétend être le chef du groupe, affirmant qu'il est un enchanteur qui va devenir encore meilleur que Selma elle-même. Oran réalise aussitôt que ce garçon a un problème d'attitude, et se demande si cela finira par lui nuire. Mais il passe à la 2e fille pour l'instant. La fille se présente comme Carole, une tank, mais Oran remarque qu'elle ne semble pas porter d'armure. Il lui demande si elle la mettra une fois dans le donjon, mais elle répond qu'elle n'utilise ni bouclier ni armure. Oran demande si cela signifie qu'elle se concentre plus sur l'esquive que sur le blocage, et Carole répond qu'il a raison, car elle ne veut pas qu'un monstre la touche. Les tanks de type esquive sont assez rares, car ils utilisent généralement leur vitesse et leurs compétences incroyables pour esquiver et contre-attaquer les monstres de près, mais cela demande une expérience de combat réelle que cette fille n'a certainement pas. Il demande si le clan ne l'avait pas prévenu de cela auparavant. Mais la blonde répond que le clan a dit à Carole à maintes reprises d'agir comme un tank normal jusqu'à ce qu'elle acquiert de l'expérience. Mais elle les a tout simplement ignorés. Oran réalisa vite que c'était peut-être le groupe vedette, mais en même temps, cela semblait aussi être le groupe à problème, celui que les accompagnateurs ne voulaient pas gérer. Peu après, l'expédition démarre enfin, et ils pénètrent tous dans les donjons. Carole ne s'arrête pas de parler un seul instant, et continue de harceler Oran sur les raisons de son départ du groupe, et il ne sait pas comment la faire taire. Leur voyage se poursuit sans accroc pour l'instant, grâce à Oran qui a mis en place des pièges magiques derrière eux, s'occupant automatiquement des monstres mineurs, car il ne veut pas perdre de temps dans des batailles inutiles. Finalement, ils atteignent le 20e étage, et Oran a maintenant une meilleure idée de son groupe. Il réalise que la blonde n'est pas que des paroles en l'air, et qu'elle possède en fait un nombre substantiel de compétences en tant qu'enchanteresse, pouvant facilement opérer au niveau d'un groupe de rang A si elle continue ainsi. Mais il est mauvais pour donner des directives, ce qui est très important pour un enchanteur. Carole est incroyablement rapide, ce dont elle aurait besoin en tant que défenseur de type esquive, mais il y a 2 problèmes avec elle. Elle fonce directement sur les monstres sans réfléchir, alors que son rôle principal devrait être de s'assurer que leur groupe est bien défendu, et le second problème, c'est qu'elle utilise 2 petites dagues comme arme principale, ce qui correspond à son style, mais pourrait ne pas avoir assez de puissance destructrice quand cela compte vraiment. Sophia est la plus faible de tous en termes de talent brut, mais elle est toujours au-dessus du niveau de compétence d'une recrue totale et n'a pas de défaut majeur, ce qui fait d'elle la personne la plus équilibrée du groupe. Au bout de la grotte, les accompagnateurs réussissent à vaincre le boss du 20e étage, ce qui signifie qu'ils peuvent avancer vers le 21e étage, leur objectif pour le premier jour. Après avoir enregistré leur carte d'identité comme preuve d'achèvement, ils partent pour la nuit se reposer et continuer le lendemain matin. Quand Oran se réveille le lendemain, il est pourtant dévasté de trouver un journal. Et sur sa première page, sa photo est affichée pour que tout le monde la voie, car le groupe du héros déclare officiellement avoir renvoyé Oran et engagé un nouvel enchanteur à sa place. Cela le frappe plus fort qu'il ne l'aurait cru, mais il n'y a rien qu'il puisse y faire. Alors il sort pour retrouver les autres au donjon, se demandant si les recrues se comporteraient différemment après avoir lu le titre du jour. En chemin, cependant, il est arrêté par une fille aux cheveux bleus qui s'avère être Luna, la guérisseuse du groupe du héros. Il se souvient comment, même durant ces derniers jours, quand tous les autres se comportaient froidement envers lui, Luna lui souriait toujours et était prête à l'aider. Le jour où il a été renvoyé, elle était en mission, sinon il n'aurait pas été si facile pour les autres de le pousser hors du groupe. Luna saisit immédiatement les mains d'Oran et le supplie de revenir, affirmant qu'elle trouvera un moyen de faire comprendre au groupe à quel point ils ont besoin de lui. Elle évoque leur promesse de nettoyer le grand donjon ensemble, mais cela ne fait que l'énerver, car il déclare que la promesse a été faite par eux 3, ensemble, y compris Oliver, et c'est lui qui l'a viré du groupe. Le cœur blessé, il se retourne et dit à Luna qu'il ne reviendra plus jamais dans ce groupe, et avance vers l'entrée du donjon.
En chemin, Oran réfléchit à la façon dont il a été banni du groupe du héros, et c'est ce que le journal a clairement mentionné aujourd'hui, ce qui signifie que toutes les nouvelles recrues sont probablement confuses quant à ce qu'il faut penser de lui, surtout considérant que Selma l'avait tellement vanté pour son appartenance au groupe du héros, mais maintenant la vérité s'est effondrée. Il arrive bientôt à l'entrée du donjon, où il trouve toutes les recrues qui attendent pour d'entrer. Mais toute l'ambiance a complètement changé, signifiant clairement que chaque personne ici a déjà vu le journal d'aujourd'hui. Les novices parlent entre eux du fait qu'Oran n'est plus dans le groupe des héros, tandis que Logan pense que ce serait différent si Oran avait quitté le groupe de son propre gré. Mais le fait que le journal ait clairement déclaré qu'Oran avait été viré du groupe du héros pour être trop faible change absolument tout. Oran essaie de saluer les recrues, mais il reçoit une réponse mitigée de leur part, réalisant qu'il n'est pas aussi bienvenu ici qu'il l'était hier, tout ça à cause de stupides titres de journaux. C'est alors que Selma arrive, accompagnée de Tante, Byrne et Cathy, et s'excuse immédiatement auprès d'Oran d'avoir causé un malentendu, car c'est elle qui avait un peu insisté sur le fait qu'il faisait partie du groupe du héros pour rassurer les recrues. Oran lui dit immédiatement que ce n'est pas sa faute et qu'elle devrait garder la tête haute comme toujours et mener le groupe dans les donjons pendant qu'il apporte son soutien. Ante, Bern et Cathy interviennent, affirmant que peu importe le problème entre Oran et le groupe du héros. Le fait est qu'Oran est l'une des très rares personnes vivantes dans ce monde à être allé au 84e étage et à avoir survécu pour raconter l'histoire. Cela soulage Oran de l'examen constant, et il se dirige vers son groupe où Sophia et Carol lui souhaitent un bon matin de tout leur cœur. Mais Logan semble un peu hésitant et ne sait pas exactement comment il devrait traiter Oran. Oran décide de briser la glace lui-même et demande à son groupe s'ils ont vu le journal aujourd'hui, et Sophia et Carol répondent toutes deux qu'elles l'ont vu, mais que ça ne vaut pas la peine d'être lu, car c'est plein de mensonges. Logan, cependant, n'est pas abonné à Fox News, donc il a l'habitude d'entendre la vérité et demande à Oran si le journal a dit la vérité. Oran répond que techniquement, le journal dit la vérité, puisqu'il a bien été banni du groupe, sous prétexte qu'il était trop faible selon les autres membres du groupe. Il s'excuse de ne pas leur avoir dit dès le départ, affirmant qu'il n'est pas vraiment le héros que tout le monde attend de lui. Sophia n'en peut plus, et répond qu'il ne dit pas la vérité, affirmant qu'il est super fort, car elle l'a vu affronter une énorme horde d'orques tout seul et les vaincre sans transpirer une seule goutte. Oran la remercie de croire en lui et dit au reste de leur groupe que même s'il ne fait plus partie du groupe du héros, il est toujours assez capable pour les aider facilement à atteindre le 50e étage et leur demande de lui faire confiance. Les filles semblent satisfaites de cela, mais Logan semble déçu, car il se sent trahi. Ils entreront bientôt dans les donjons et ce jour-là, les recrues sont censées aller du 21e étage jusqu'au 35e étage. Mais même maintenant, il n'est pas censé leur donner d'ordre ou de conseils, et doit juste rester en retrait et observer, n'intervenant que si les choses commencent à devenir incontrôlables. Leur voyage se poursuit sans encombre, Carol s'occupant de tous les monstres du 24e étage à l'aide de ses deux dagues et de son style de combat rapproché et personnel. Tandis que Sophia parvient à s'occuper des plus gros monstres au niveau 30, surprenant même Oran, qui se demande s'il n'a pas un peu sous-estimé Sophia. Bientôt, ils passent au 31e étage, qui sont les étages intermédiaires, ce qui signifie que les recrues sont maintenant en territoire inconnu et ont besoin des conseils et de l'aide de leur guide qui les accompagne. Cette fois, Oran prend les devants et marche devant son groupe, s'assurant que rien d'inhabituel ne se cache à cet étage, quand il sent soudain la présence d'un groupe de gobelins devant et dit à son groupe de se préparer au combat. Il réalise aussi qu'un orc égaré semble s'être aventuré dans la même zone, ce qui pourrait rendre le combat un peu plus délicat. Mais comme son groupe de recrues est plutôt bon au combat, il n'a aucune inquiétude quant à la perte de cette bataille. Il dit immédiatement à Carol d'attaquer les gobelins, tandis qu'il dit à Sophia de s'occuper de l'orc avec l'aide de ses sorts magiques à longue portée. Elles suivent toutes deux ses instructions, passent immédiatement en mode attaque et commencent à se heurter aux gobelins pendant que Sophia se prépare à affronter un gobelin. Oran se tourne ensuite vers Logan, lui disant d'utiliser sa magie de soutien, mais avant même qu'il ne puisse finir sa phrase, Logan crée déjà un tas de cercles magiques et commence à lancer des sorts d'agilité sur Carol pour l'aider à prendre l'avantage contre les gobelins. Logan n'est toujours pas entièrement convaincu qu'une personne comme Oran devrait le guider en quoi que ce soit, d'autant plus qu'il pense que les conseils d'Oran sont si simples que n'importe qui à sa place ferait la même chose. Soudain, les choses se compliquent un peu, car l'orc déclenche le SSPT de Sophia, et elle commence à paniquer face à lui, ne se préparant pas à une attaque. Cela pourrait être désastreux pour eux tous. Comme même Logan est occupé avec ses sorts magiques concentrés sur Carol, il regarde Oran impuissant, se demandant quel genre de guide il est. Et pourquoi n'aide-t-il pas Sophia quand il aperçoit soudain Oran créer un signe magique, ce qui diminue considérablement la vitesse de l'orc. Il se dirige ensuite vers Sophia et lui dit de prendre son temps et de viser juste,
car elle est bien plus forte qu'un orc et ne devrait pas en avoir peur. Sophia prend une profonde inspiration, puis produit une énorme boule de feu qui détruit complètement l'orc en miettes, surprenant tout le monde dans son groupe, y compris Oran, qui n'avait absolument aucune idée que Sophia pouvait utiliser des sorts magiques de niveau avancé. Carole court immédiatement vers Sophia et la serre dans ses bras, tandis qu'Oran la félicite pour son excellent tir. Bientôt, ils atteignent également le 35e étage où ils finissent par tomber sur une tarentule de la mort. Logan perd immédiatement son sang-froid, pensant qu'ils sont morts, car il n'y a aucun moyen de gérer cette chose, mais Sophia et Carole ont toutes deux une confiance totale en Oran et attendent ses ordres. Oran dit immédiatement à Logan d'utiliser agilité augmentée et force augmentée pour Carole, tout en utilisant magie augmentée sur Sophia. Logan se demande si ce gars est devenu fou, car il utilise la même stratégie qu'avant, sans aucun changement. Mais il décide de suivre les ordres et utilise les sorts en conséquence. Oran dit ensuite à Carole d'engager le monstre en combat rapproché et de s'assurer de maintenir son attention sur elle. Carole hoche la tête en signe d'accord et court immédiatement vers la tarentule. Logan essaie de l'arrêter, mais Oran l'en empêche, affirmant que s'il va devant, ils seront tous désavantagés, alors il devrait attendre et observer. Puis il dit à Sophia de sauter sur le monstre et de lui lacérer le dos en lambeaux. Et Sophia comprend immédiatement la tâche, sautant sur sa tête et faisant courir sa lame dessus de l'avant vers l'arrière. Oran lui dit ensuite de maintenir son attention sur elle, mais elle doit être prudente car l'araignée est venimeuse. Elle doit donc esquiver toutes les attaques sans faute. L'araignée commence à essayer de poignarder Carole avec ses pattes pointues, mais elle continue d'esquiver les attaques l'une après l'autre et même de dévier certaines d'entre elles. Surprenant le monstre, Oran dit à Logan qu'il doit continuer ses sorts sur Carole, car sa vie est entre ses mains à ce stade. Sur ce, il se tourne vers Sophia et lui demande d'immobiliser le monstre. Sophia comprend immédiatement la tâche et utilise sa capacité de coupe-flèche pour lui trancher les pattes, le forçant à tomber au sol. Carole commence à célébrer, mais Oran lui dit de faire attention, car la bataille n'est pas encore terminée. Le conseil est arrivé trop tard, cependant, car le monstre araignée n'était pas encore mort et utilise ses toiles pour attraper Carole et commence à la tirer vers lui. Oran dit immédiatement à Logan de donner à Carole un bonus de force et de vitesse, ce qu'il fait sans plus d'arguments, mais Carole commence à paniquer et ne parvient pas à se libérer de la toile, suppliant Oran de l'aider. Oran dit à Sophia de préparer sa flèche de roche et utilise un sort d'amélioration de netteté sur ses couteaux, ce qui lui donne l'élan dont elle avait besoin pour se libérer de l'emprise de ce monstre. Sophia enchaîne immédiatement avec son sort de flèche de roche, qui anéantit complètement le monstre, le tuant sur le champ. Sur ce, leur expédition de la journée touche à sa fin, et Oran félicite Logan pour l'utilisation de ses sorts de soutien, car sans eux, son groupe n'aurait pas pu gagner les batailles d'aujourd'hui. Au moment où ils sortent des grottes, le soleil commence à se coucher, et Selma félicite toutes les recrues pour leur réalisation à ce jour, affirmant qu'elles ont toutes fait un travail formidable jusqu'à présent, et que la dernière étape de leur voyage aura lieu demain. Elles doivent donc se reposer et manger correctement. Sur ce, ils se séparent tous quand Oran est arrêté par Ant et Vern qui l'invitent à déjeuner. Et après avoir réfléchi un instant, Oran accepte l'offre, car ce n'est pas tous les jours que quelqu'un lui propose de le régaler. Sur le chemin du retour vers la ville, Logan interroge Sophia sur la rencontre où Oran lui a d'abord sauvé la vie, et demande des détails, comme le genre de sort qu'il utilisait. Sophia essaie de se souvenir et répond qu'il a d'abord utilisé une rafale de vent, puis aussi de la magie pour améliorer son épée, avant de découper chaque orc en lambeaux. Logan réalise que quelque chose est très différent chez Oran, car aujourd'hui il a remarqué qu'Oran a très naturellement utilisé un sort pour réduire l'agilité de l'orc qui se déplaçait vers Sophia. Ce genre de sorts magiques sont connus sous le nom de debuffs et sont incroyablement difficiles à réaliser. Même les mages les plus incroyablement talentueux comme Selma elle-même peuvent à peine utiliser un seul debuff en quelques jours, et cela avec beaucoup de préparation. De plus, Oran a agi comme un lanceur de sorts parfait et savait quand utiliser quel aspect d'un sort dans un combat d'équipe. Il savait quand les timings exacts de chaque amélioration s'estomperaient et utilisait même des sorts préventifs pour prédire les mouvements de l'ennemi. Cela fait réaliser à Logan qu'il s'était complètement trompé sur Oran et qu'il n'est pas juste un mage normal, mais un génie. De retour en ville, Oran descend dans une taverne avec Bern et Hunt et ils lui disent de commander tout ce qu'il veut car ce sera pour leur compte. Ils commencent ensuite à l'interroger sur son rôle réel, car il était enchanteur dans le groupe du héros, mais maintenant il prétend être épéiste. Oran répond qu'il a toujours été épéiste, depuis qu'il a vu son grand-père abattre une énorme bête qui s'était autrefois aventurée dans le village. Il s'est mis en tête que quoi qu'il arrive, il deviendrait épéiste. Et ce souhait s'est réalisé pendant un temps, car il était épéiste dans le groupe du héros, mais ensuite, alors qu'ils commençaient à descendre aux niveaux inférieurs, leur rythme a commencé à ralentir un peu, car l'intensité et la force des monstres qu'ils rencontraient augmentaient. En même temps, Selma a popularisé la stratégie d'équipe, où tout le monde dépendait de l'enchanteur pour les décisions. Ils ont donc eux-mêmes décidé de suivre la même stratégie.
Malheureusement, comme leur groupe entier n'avait personne ayant l'affinité pour devenir enchanteur, leur meilleur choix fut Oran. Et pour le bien du groupe, il a décidé de laisser son rôle d'épéiste et est devenu enchanteur. Il commence à penser amèrement que le groupe du héros n'a plus aucune chance de franchir les niveaux suivants, mais décide que cela ne vaut plus la peine d'y penser. Il dit ensuite au garçon qu'il veut maintenant devenir l'épéiste le plus complet, capable de gérer même les étages de bas niveau seul, sans avoir besoin d'un groupe, ne sachant pas que le lendemain même, le groupe du héros allait lui rendre visite dans les donjons même qu'il visait à conquérir. Le lendemain matin, Oran se dirige vers la grotte, pensant que ce sera le dernier jour où il dirigera le jeune groupe et aperçoit Sophia et les autres qui l'attendent non loin de l'entrée. Il le salue tous chaleureusement et il sent déjà que le groupe semble avoir plus confiance en lui aujourd'hui qu'il n'en avait la veille. Même Logan semble beaucoup plus réceptif et confiant envers lui. Carol prend la parole, affirmant que puisque c'est le dernier jour, Sophia voulait lui dire quelque chose et commence à donner des coups de coude à Sophia, la poussant à s'exprimer, mais Sophia semble intimidée et trop timide pour dire ses vrais sentiments. Il s'avère que, pendant qu'elle prenait un bain la nuit dernière, Sophia a fini par dire à Carol qu'elle voulait qu'Oran reste dans le clan du lapin nocturne et les aide à atteindre le sommet. Avant qu'elle ne puisse se résoudre à ouvrir son cœur à Oran, il est appelé par Selma et dit à Sophia qu'il lui parlera plus tard avant de partir. En marchant vers le reste des guides, il finit par entendre un groupe de recrues dire que le groupe du héros va aussi dans les donjons aujourd'hui et qu'ils vont faire un essai avec leur nouveau groupe pour s'assurer qu'ils travaillent tous en synchronisation. Oren se demande quel étage ils vont tenter et il apprend bientôt qu'ils ne vont pas au plus profond, le 84e étage. Mais au lieu de cela, ils ne vont commencer qu'à partir du 82e étage pour s'assurer que leur nouveau groupe fonctionne comme il se doit. Oran est choqué d'entendre cela, car il ne pense pas que le groupe du héros devrait commencer au 92e étage, surtout avec un nouveau candidat à sa place, et il devrait plutôt essayer de passer par certains des étages inférieurs, d'abord pour avoir une idée de leur travail d'équipe. Au final, il décide que c'est une perte de temps complète pour lui de penser au groupe du héros et qu'il devrait plutôt se concentrer sur ce qu'il est venu accomplir. De retour au 92e étage, Oliver, le chef du groupe, motive son équipe, affirmant qu'il ne devrait avoir aucun problème à traverser ces donjons, mais qu'ils devraient quand même rester sur leur garde. Il se tourne ensuite vers la nouvelle membre de leur groupe, Philly, une enchanteresse aux cheveux verts. Le tank lui dit de montrer ce qu'elle peut faire, tandis que le mage idiot intervient, en disant que Philly n'est pas un touche-à-tout bon à rien comme Oran, donc il ne devrait avoir aucun problème. Oliver se tourne ensuite vers Luna, qui n'a pas encore dit un mot, par défi silencieux, car elle n'a jamais voulu qu'Oran parte. Mais Oliver croit qu'après cette exploration de donjon, même Luna devra admettre que leur décision était correcte et qu'Oran était le problème. Il s'avère que Luna ne faisait même pas partie du plan qu'Oliver et les autres avaient concocté pour virer Oran du groupe. Elle n'en a pris connaissance que le soir où Oliver félicitait Philly d'avoir rejoint le groupe et organisait une fête de bienvenue en son honneur. Anne et Derek se sont tous deux moqués d'Oran, affirmant que maintenant qu'ils ont un véritable enchanteur, au lieu d'un bon à rien touche-à-tout, ils devraient terminer le donjon et atteindre le 100e étage en un rien de temps. Anne a même dit à Philly qu'apparemment ils avaient une tonne d'argent, mais qu'Oran était si prudent avec les dépenses qu'ils ne s'étaient jamais vraiment lâchés pour leurs besoins personnels. Philly se sent un peu mal à l'aise, demandant si les fonds du groupe ne sont pas uniquement pour le groupe et non pour un usage personnel, mais Anne écarte ses pensées en affirmant qu'ils avaient des tas d'argent, et à quoi bon l'argent si on ne sait même pas comment le dépenser. Oliver intervient au milieu, cependant, et leur dit qu'ils devraient en avoir fini avec les discussions sur Oran maintenant, et passer à autre chose, car il est sans importance pour eux à ce stade. Juste au moment où ils lèvent leur verre en l'honneur de l'arrivée de Philly dans leur groupe, Luna entre dans la pièce, essoufflée, et dit à Oliver qu'elle a besoin de lui parler. Soudain, elle remarque Philly, qu'elle ne connaît même pas à ce stade, et demande à Oliver s'ils peuvent en parler en privé. Oliver lui dit qu'ils peuvent, et devraient, parler ici même devant tout le monde. Luna n'a donc pas le choix, et leur dit qu'elle vient d'entendre qu'Oran va faire un raid avec les lapins d'argent nocturne, et demande comment cela peut bien être possible. Derek et Anne sont tous deux confus, Anne demandant comment il a bien pu rejoindre les lapins d'argent de la nuit en seulement 3 jours. Même s'il lui avait clairement dit à quel point il était faible, Derek prétend qu'il a sûrement dû agiter son badge de rang S, qu'il doit d'ailleurs à cette équipe, et c'est ainsi qu'il a obtenu ce poste, vous savez. Luna est complètement confuse et demande de quoi diable ils sont en train de parler, quand Oliver lui dit de se calmer un peu et d'écouter attentivement. Avant qu'il ne puisse poursuivre, Anne s'immisce dans la conversation et révèle à Luna que ce bon à rien, ce touche-à-tout d'Oran, a quitté leur groupe il y a de cela 3 jours. La nouvelle du départ d'Oran du groupe la stupéfie complètement, et elle se demande à voix haute si Oran a finalement, vous savez, abandonné l'équipe. Mais Derek, ce géant idiot, ouvre sa grande bouche et lui rétorque que c'est en fait tout le contraire. Oran n'a absolument pas quitté le groupe. Ce sont eux, en fait, qui l'ont expulsé de force de l'équipe, parce qu'il n'était qu'un perdant. Luna est sous le choc et se tourne vers Oliver, lui demandant si tout cela est bien la vérité. Oliver répond calmement qu'ils disent la vérité et tente de lui présenter Philly, le tout nouveau membre.
Luna l'interrompt immédiatement, cependant affirmant qu'elle a clairement fait savoir qu'elle s'opposerait à quiconque oserait prendre la place d'Oran, ce qui agace profondément le Tank Zero Itch qui lui hurle de se taire, car le nouveau membre est en train d'essayer de la saluer tout de même. Oliver calme Derek cependant et tente de raisonner Luna, lui expliquant qu'Oran n'est plus du tout à la hauteur pour leur groupe et qu'il ne ferait en fait que les ralentir considérablement à ce stade précis de leur progression. Luna affirme qu'elle n'est absolument pas d'accord avec tout cela, car Oran est le véritable cœur de leur groupe, et c'est la raison principale pour laquelle ils ont pu en fait arriver aussi loin. Elle dit à Oliver qu'il n'y a absolument aucun moyen qu'il puisse progresser davantage sans sa présence. Et cet idiot intervient, en disant qu'elle est la seule à penser qu'Oran était vraiment quelqu'un de spécial. Et de toute façon, il n'y a plus rien à faire maintenant, Oliver dit à Luna car la qu'ils doivent décision a absolument déjà discuter des été plans prise, immédiats, là, et tout de suite, Oran et a affirme été que, purement puisque c'est la et toute première simplement fois qu'ils travailleront tous expulsé aux côtés de de Philippe, l'équipe. ils commenceront par le 92e étage, puis progresseront lentement, mais sûrement, jusqu'au 84e étage. Luna, cependant, rejette catégoriquement ce plan, affirmant qu'elle n'a absolument pas de désir de mort, contrairement à ce que les autres semblent avoir. Derek rit de cela, se moquant de savoir comment diable il pourrait avoir un désir de mort s'il commence du 92e étage, alors qu'ils ont déjà réussi à se frayer un chemin jusqu'au 84e étage, n'est-ce pas? Luna répond que même si Philly est une enchanteresse extrêmement qualifiée, il devrait d'abord commencer à travailler depuis les étages les plus bas, et ensuite, peut-être, se diriger progressivement vers les plus élevés. Derek, avec son crâne épais, affirme encore une fois qu'ils ont déjà entièrement nettoyé l'étage numéro 93, alors pourquoi diable devrait-il commencer plus bas, hein? Luna affirme qu'ils doivent être complètement fous de penser ça, puisque le 92e étage abrite le dragon noir et qu'ils ont à peine réussi à le vaincre la dernière fois qu'ils l'ont combattu. Anne rit et répond que c'était à l'époque où ils avaient un enchanteur minable dans leur équipe, et combattre le dragon cette fois-ci devrait être une véritable promenade de santé. Oliver affirme qu'ils vont simplement voir à quel point ils travaillent bien ensemble et rien de plus, donc ils n'ont pas vraiment à combattre le dragon noir, vous savez. Luna essaie d'argumenter, affirmant que même dans ce cas, il devrait Meshi commencer bien plus bas, mais Oliver la coupe net, déclarant que la décision a déjà été prise et qu'elle ne peut absolument plus être modifiée maintenant. De retour à la dure réalité, le groupe du héros se retrouve face à face avec l'énorme mammouth du 92e étage, une créature qu'ils avaient Oliver court vers le pourtant mammouth vaincu et assez tente de le facilement frapper de la son dernière épée, fois, mais le mammouth mais parvient cette à fois-ci, bloquer l'attaque, il repoussant semble Oliver à couvert, rencontrer tandis que de Derek sérieux problèmes se tient avec prêt elle. pour toute contre-attaque éventuelle. Une fois à l'abri, le bœuf d'Oliver s'estompe, et il réalise que chaque fois que ses améliorations disparaissent, son corps se sent comme alourdi par une masse considérable. Il se retourne et demande à Philly pourquoi leur bœuf s'estompe si rapidement. Philly répond qu'elle n'a pas encore tout à fait compris comment ils combattent tous ensemble, donc ça devrait s'améliorer avec le temps. Cela surprend un peu Oliver car il se souvient très bien comment Oran avait réussi à tout cerner à leur sujet en seulement quelques heures, dès leur tout premier jour ensemble dans ce donjon. Le mammouth utilise soudainement une puissante explosion d'énergie visant Derek, qui tente de bloquer, mais finit par glisser, et le faisceau est redirigé vers Anne, qui hurle sur Derek, le traitant d'idiot. Même Derek se demande pourquoi ces blocages ne sont pas aussi efficaces, car cette décharge de puissance aurait dû être une chose facile à parer pour lui, en principe. Anne décide de se jeter dans la mêlée, et tire ses explosions de feu sur le monstre, mais elles ne font qu'à peine chatouiller le mammouth, ce qui déroute complètement Oliver. Il hurle à Anne de prendre ça au sérieux, mais Anne répond qu'elle fait ce qu'elle fait d'habitude, mais pour une raison inconnue, ses attaques semblent être bien plus faibles. Oliver dit à Philly de booster les dégâts magiques d'Anne une fois de plus, et elle s'exécute immédiatement. Mais même cette fois, quand Anne utilise son explosion de feu sur le mammouth, cela ne lui laisse même pas la moindre égratignure, c'est incroyable. En représailles, le mammouth utilise son explosion de puissance une fois de plus, et manque de peu de frapper Anne, qui parvient à peine à se cacher derrière un rocher. Oliver est complètement stupéfait, car la magie de Philly est censée être bien plus puissante que celle d'Oran. Mais ils se font toujours malmener par ce monstre, avec lequel ils n'avaient eu absolument aucun problème la dernière fois qu'ils l'ont combattu. C'est incompréhensible. Un autre faisceau de puissance, visant Oliver, le ramène brutalement à la réalité, alors qu'il l'esquive de justesse, tandis que le faisceau suivant est bloqué par Derek. Oliver dit à Anne de flanquer le monstre, mais Anne n'a aucune chance avec ça, car le monstre parvient à l'arrêter et à l'attaquer, la forçant à battre en retraite et à courir tout le chemin du retour. Oliver se tourne immédiatement vers Philly et lui dit de surveiller attentivement les attaques du monstre et de les avertir. Philly répond qu'il lui est absolument impossible de faire cela tout en gérant toutes les autres tâches, mais Oliver lui rétorque que c'est précisément le rôle d'un enchanteur de garder un œil sur le déroulement de la bataille. Anne lui rétorque, affirmant qu'elle est complètement inutile et qu'il n'aurait jamais, au grand jamais, dû l'intégrer à leur groupe. Oliver réalise qu'aucun d'entre eux ne semble être aussi fort qu'il l'était auparavant, et il n'est même pas capable de tirer la pleine puissance de son épée, ce qui est très étrange. En théorie, la magie de Philly devrait leur conférer un énorme coup de pouce en termes de puissance. Alors qu'est-ce qui ne va pas exactement? Au juste. Avant qu'ils ne puissent décider de la marche à suivre, le dragon noir émerge des profondeurs du donjon et commence à voler droit vers eux, c'est terrifiant. Luna commence à transpirer de peur et hurle qu'ils doivent absolument quitter cet endroit le plus vite possible. Le dragon descend alors au sol, écrasant le mammouth sous lui sans la moindre difficulté. Oliver est sous le choc, se demandant pourquoi diable le dragon noir sort de son repère, car cela ne devrait absolument pas se produire, c'est anormal. Mais ils refusent toujours de partir, affirmant qu'ils l'ont déjà vaincu une fois, et qu'ils le feront encore, sans aucun doute.
Derek se met immédiatement en position pour bloquer son attaque de boule de feu, mais à sa grande surprise, elle n'est pas du tout aussi forte, et il est immédiatement projeté en arrière, violemment. Anne essaie d'utiliser sa boule de feu, mais même après s'être cachée derrière un rocher, elle est violemment Luna soufflée dit par immédiatement l'impact à Oliver qu'il doit et se retrouve absolument s'échapper. assommé. Mais Oliver dit Inconsciente. simplement à Philly de la buffer, puis charge l'attaque de son Strange contre la boule de feu du dragon et attaque en même temps, parvenant à peine à tenir bon alors qu'il est violemment emporté par l'onde de choc. C'est terrible. Il tombe à genoux, complètement confus et étourdi, ne sachant absolument plus quoi faire, mais Luna le rassemble rapidement et lui dit qu'ils doivent impérativement utiliser un cristal de téléportation d'urgence, sinon ils mourront tous ici. C'est certain. Philly affirme que la téléportation d'urgence, cependant, les enverra directement dans une salle de boss de rang inférieur, et qu'ils devront alors la combattre, mais Luna rétorque qu'ils n'ont absolument aucune autre option, à vrai dire. Oliver s'agrippe, attrape le reste de son équipe, et ouvre le portail pour s'échapper. Mais avant qu'il ne puisse le traverser, le dragon plonge avec une attaque dévastatrice, les repoussant violemment, et à leur horreur absolue, il entre dans le portail avant de disparaître complètement. Derek a d'abord pensé que c'était pour le mieux, mais Luna leur dit que c'est en fait la pire chose qui aurait pu arriver. Et maintenant, un groupe d'aventuriers de Baran va mourir, c'est certain, aux mains de ce dragon. C'est une catastrophe. Elle affirme qu'ils doivent absolument retourner à la guilde et les faire téléporter de force n'importe qui se trouvant dans le donjon. Oliver est d'accord, et ils commencent à courir dehors. Et c'est alors que Luna leur révèle que la raison pour laquelle ils se sentaient si faibles était qu'Oran avait développé des sorts originaux qui augmentait la puissance de toutes ses attaques magiques par un facteur de 50, c'est incroyable. Philly est sous le choc, car même Selma ne pouvait réaliser qu'une augmentation de 10 fois, mais Luna leur assure que c'est la pure vérité. Et c'est pourquoi ils avaient l'impression d'être bien trop forts. En réalité, ils ne sont puissants que s'ils sont avec Oran, autrement ils ne sont rien d'autre qu'un groupe d'aventuriers tout à fait médiocre, en fait. Oliver, cependant, refuse catégoriquement de croire cela, et jure de tuer le dragon sans Oran, alors qu'ils courent tous à toute vitesse vers la guilde, espérant de tout cœur que le dragon n'a pas encore fait de victime, pour l'instant. De retour au 50e étage, Oran dit à son groupe qu'une fois qu'ils atteindront le 50e étage, leur objectif sera enfin complètement atteint, et ils rentreront pour la journée, grâce à l'aide précieuse du cristal de téléportation, bien sûr. Tous les membres de son groupe hochent la tête, en signe d'accord, mais Oran ressent un étrange et mauvais pressentiment. Il se vérifie, mais ne trouve absolument rien d'anormal. Il lève ensuite les yeux vers le ciel sombre, avec des nuages couvrant complètement le soleil, et se demande pourquoi il ressent cette sensation, c'est bizarre, tout semble parfaitement bien se passer pour l'instant, et très bientôt, ils affronteront le boss de l'étage, ce qui ne devrait pas poser le moindre problème pour aucun des guides. Ensuite, ils pourront tous en finir pour la journée et rentrer chez eux, leur mission étant un succès complet, vous savez. Alors pourquoi ressent-il ce sentiment étrange qui l'avertit que quelque chose a terriblement mal tourné et qu'ils doivent tous partir, là, tout de suite? La voix de Carole traverse ses pensées, alors qu'elle demande à Oran quel genre de monstre peuvent-ils tous s'attendre à affronter cette fois-ci au juste? Oran remarque l'excitation dans ses yeux et lui rappelle qu'elle est censée être un tank, dont le travail principal est de protéger leurs autres coéquipiers. Elle ne peut pas simplement foncer sur les ennemis en espérant les tuer tous, toute seule, comme ça. Carole ne semble pas du tout être d'accord, cependant, et répond que si elle peut s'occuper de tous les ennemis toute seule, alors elle facilite techniquement le travail de ses coéquipiers, et ils ne seront absolument en aucun danger, n'est-ce pas? De plus, elle est convaincue que le rôle d'un tank est d'être en première ligne. Et c'est précisément ce qu'elle fait à chaque fois, sans exception. Elle commence immédiatement à demander qu'elle devrait vraiment commencer à apprendre sur la façon travailler en équipe, elle pourrait combattre encore mieux. Vous savez. Plus tôt elle commencera à apprendre tout cela, mieux ce sera pour elle à l'avenir. Quand la seule et unique façon d'avancer sera de compter sur ses coéquipiers, c'est essentiel. Carole n'aime pas vraiment l'idée et trouve ça plutôt ennuyeux. Mais Logan lui dit de faire attention et d'être reconnaissante de recevoir de si précieux conseils. Il affirme que même le grand aventurier Albert a dit que le travail d'équipe, c'est le travail de rêve, vous savez. Oran tourne son attention vers le petit blondinet et demande s'il parle bien de l'Albert du clan des lapins de la nuit. Logan est tout excité de savoir que quelqu'un d'autre lit aussi, au lieu d'agir comme un barbare dans un donjon, tout le temps, sans arrêt. Oran affirme qu'il pense que tout le monde connaît probablement le grand Albert, car il était le membre le plus fort et incontesté des lapins du ciel nocturne, et l'on croit qu'il est mort en combattant le dragon noir au 92e étage, l'année dernière, vous savez. Logan affirme que même dans sa mort, Albert est devenu une véritable légende dont on se souviendra toujours, pour l'éternité. Carole, cependant, devient un peu sombre en affirmant tranquillement qu'Albert est mort en essayant de protéger l'un de ses camarades, même si c'était en fait le travail du tank de le faire, ce qui est ironique. Son humeur s'assombrit, alors qu'elle continue de dire qu'il savait que sa mort signifierait la disparition des sourires de sa famille, mais il ne s'en souciait pas vraiment, au fond. Elle conclut en disant que si elle se bat seule en première ligne pendant que son équipe reste bien en arrière, alors ils ne seront absolument en aucun danger et pourront s'enfuir si jamais les choses tournent mal. Oran remarque la douleur sur le visage de Carole et décide que cette histoire dépasse largement ses compétences, en fait. Et en tant qu'étranger, il ne devrait probablement pas s'immiscer davantage dans cette affaire.
il décide de remonter un peu le moral et dit à Carole qu'il comptera sur elle aujourd'hui pour s'occuper de tous les ennemis. Et immédiatement, son visage s'illumine comme avant, alors qu'elle lui dit de la laisser faire, sans problème. Sophia, cette croqueuse d'attention, décide immédiatement de ramener tous les regards sur elle, alors qu'elle essaie d'être une pick-me, et demande à Horan ce qui lui manque et comment elle peut s'améliorer, à la fois en tant que coéquipière et en tant que mage, bien sûr. En entendant cela, Logan intervient également, affirmant que même lui veut savoir comment il peut s'améliorer, vous savez. Horan leur dit à tous de se calmer et avance alors vers le 36e étage, où les novices commencent tranquillement à s'échauffer, en fait. Selma interpelle Horan, affirmant qu'aujourd'hui sera leur tout dernier jour et le plus difficile qu'ils aient eu jusqu'à présent. Ils doivent donc absolument s'assurer que rien ne tourne mal et qu'ils terminent cette expédition avec succès, coûte que coûte. Elle se tourne ensuite vers le groupe d'Horan et affirme que les jeunes semblent avoir pris un certain goût pour lui, et Horan révèle honnêtement qu'après l'article de journal, il pensait avoir probablement perdu tout le respect qu'ils auraient pu avoir pour lui. En un instant, vous savez. Mais il s'avère qu'il avait tort, et ces jeunes sont en fait bien plus intelligents et indépendants qu'ils n'y paraissent. Selma est d'accord, affirmant que ce groupe peut être un peu difficile à gérer parfois, mais qu'ils ont un avenir très prometteur devant eux, c'est certain. Elle dit ensuite à Horan que la mort d'Albert a été un coup absolument terrible pour leur clan, car il était la véritable star de leur clan, et leur clan a rapidement commencé à prendre du retard. C'est à ce moment-là que l'ancien clan d'Horan, le groupe du héros, a pris une avance considérable en fait. Horan affirme que le dragon noir a été incroyablement difficile pour eux aussi, et qu'ils auraient pu très facilement perdre quelqu'un durant ce combat, ce qui aurait complètement paralysé leur groupe, c'est certain. Selma affirme que le vide qu'Albert a laissé est toujours là, et qu'ils n'ont jamais pu le combler jusqu'à présent, et elle demande finalement, sans détour, à Horan s'il aimerait rejoindre leur groupe, tout simplement. Horan lui dit qu'il est très honoré, bien sûr, mais répond qu'un groupe n'a absolument pas besoin de 2 enchanteurs, surtout si l'un de ces enchanteurs est le meilleur sorcier de tout le continent, vous savez. Selma rougit, mais répond qu'elle ne voulait pas dire en tant qu'enchanteur, mais plutôt en tant qu'épéiste en fait. Cela le prend complètement au dépourvu, mais Selma lui dit qu'elle l'observera attentivement aujourd'hui et verra quel genre de compétences il possède en tant qu'épéiste. Très vite, ils se séparent tous en leur propre groupe et il se retrouve seul avec les 3 novices qu'il est censé surveiller, bien sûr. Carole demande pourquoi ils se séparent autant, comme ça, car elle n'aime pas vraiment l'idée de se perdre dans le labyrinthe de ces grottes, vous savez. Horan rit en affirmant que c'est un excellent exercice pour eux, car très souvent, un groupe doit se séparer afin de vérifier plusieurs passages en même temps et trouver celui qui mène à la salle du boss, c'est important. C'est pourquoi les clans avec beaucoup de membres, comme les lapins du ciel nocturne, sont toujours avantagés, car ils peuvent vérifier l'intégralité du système de grotte très rapidement, vous voyez. Logan affirme qu'Horan est allé à l'étage le plus profond que quiconque ait jamais vu, donc il ne devrait absolument pas rencontrer le moindre problème ici en principe. Tandis que Selma et Carole l'entourent, lui demandant à quoi ressemble le donjon au niveau plus profond et quel type de monstre on peut y voir, au juste. Horan répond que les étages profonds commencent ici vers le niveau 72, et l'écosystème change, devenant une montagne enneigée accidentée avec de fréquentes blizzards et tempêtes de neige, ainsi que des lézards de glace qui se cachent dans l'obscurité, attendant que vous vous endormiez, c'est effrayant. Sur ce, Horan leur dit de se concentrer sur la tâche à accomplir, car il ne veut absolument pas qu'ils paniquent à ce stade, et il s'enfonce plus profondément dans le donjon. L'intégralité de la grotte semble vide, ce qui la rend très étrange, et Logan affirme qu'ils n'ont pas encore vu le moindre monstre à cet étage. C'est bizarre. Il se tourne vers Horan et demande si le 40e étage est habituellement comme ça d'habitude. Horan secoue la tête, tandis que le nœud dans son estomac se resserre de plus en plus, alors qu'il se demande si son pressentiment était juste, et qu'il y a en effet quelque chose de très très étrange dans le donjon aujourd'hui, c'est certain. Carole commence à faire tout un tapage sur le fait qu'elle veut déjà combattre des monstres, quand, de derrière l'un des rochers, un gobelin bleu émerge soudainement. Carole est folle de joie de voir enfin un monstre et se précipite immédiatement dessus, sans la moindre hésitation en fait. Horan essaie d'arrêter Carole, mais elle était déjà bien trop loin. Alors il utilise rapidement son débuff de réduction d'agilité pour réduire la vitesse du gobelin, ce qui aide Carole à le tuer en une seule attaque rapide et décisive, vous savez. Elle commence à célébrer, mais Horan lui dit de ne pas se précipiter sur les ennemis sans réfléchir, c'est important. Il affirme que les gobelins bleus sont vraiment très rapides et très forts, et qu'elle aurait pu être en grand danger, ce qui aurait forcé Logan et Sophia à sortir de leur position et à les mettre en danger eux aussi, bien sûr. Carole reconnaît son erreur, alors, pour adoucir le coup, Horan décide de lui enseigner un style de défense active. Il lui explique qu'elle doit se concentrer sur les mouvements de l'ennemi et attaquer au moment précis, c'est-à-dire juste avant qu'ils ne puissent lancer leur propre attaque, vous voyez. Cela empêchera leur attaque de se produire et donnera au reste de son groupe un avantage absolument incroyable, c'est certain. Carole l'écoute avec une admiration non dissimulée, mais bientôt Logan la pousse de côté et demande lui aussi quelques conseils s'il vous plaît. Il leur dit de se retourner alors que 2 monstres loups courent vers eux par derrière, avant même qu'ils ne puissent s'approcher. Un piège magique s'active et les transperce violemment. Horan dit à Logan qu'il devrait commencer par les sorts de piège, ce qui permettrait à son équipe de se concentrer sur l'ennemi devant lui, au lieu de s'inquiéter de ce qui pourrait les attaquer par derrière, vous savez. Logan écoute chaque chose avec un enthousiasme débordant, pensant en son fort intérieur qu'il veut devenir un mage exactement comme Horan. À tous égards, absolument.
Auron se tourne ensuite vers Sophia et lui dit qu'elle devrait commencer à apprendre à utiliser 2 sorts magiques à la fois, c'est important. Elle répond que cela semble vraiment compliqué, mais Auron promet que ce n'est pas aussi difficile que ça en a l'air, et que n'importe qui peut utiliser 2 sorts magiques à la fois avec un tout petit peu de pratique, vous savez. Il affirme que les lanceurs de niveau avancé peuvent même utiliser une bonne douzaine de sorts magiques à la fois, c'est impressionnant. Sophia est sous le choc d'entendre cela et demande pourquoi elle ne peut pas simplement apprendre à utiliser les versions plus puissantes de la magie actuelle qu'elle utilise, et Auron explique que l'utilisation d'attaques magiques plus fortes nécessite du temps pour les traiter et les préparer, ce qui entraîne beaucoup de temps d'arrêt, pendant lequel ils sont complètement vulnérables et ne peuvent absolument rien faire en fait. Si elle apprend à utiliser plusieurs sorts, elle peut préparer un deuxième sort de manière préventive pendant que son premier est sur le point de tirer. De cette façon, son temps d'arrêt serait quasiment nul et elle n'aurait pas à faire face à la moindre vulnérabilité durant ses combats, c'est très efficace. Sur ce, ils parviennent enfin à atteindre la salle du boss, où les guides se réunissent et disent aux novices de rester bien derrière et de regarder pendant qu'ils s'occupent du boss. Auron entre dans la salle du boss avec les autres et leur dit de se concentrer sur les attaques, car il essaiera de les soutenir autant qu'il le pourra, bien sûr. Sur ce, le combat commence, et Auron passe immédiatement à l'offensive, saisissant le moment parfait pour attaquer, et taillade les jambes du monstre, juste au moment où celui-ci allait attaquer, le faisant ainsi trébucher en arrière, c'est très stratégique. Avant que le monstre ne puisse reculer et retrouver son équilibre, Auron avait déjà placé un piège derrière lui, ce qui crée un mur magique derrière le boss, et l'empêche de toute esquive. Selma utilise immédiatement la magie de multidiffusion, créant 5 cercles magiques tous à la fois et attaque, tandis que le tank bloque l'assaut et l'autre épéiste achève le combat d'un seul coup de son épée, c'est impressionnant. Les novices regardent, bouche bée, avec admiration, le combat s'étant terminé en un clin d'œil. Logan n'en revient pas de la précision avec laquelle ces combattants de rang A se battent pour finalement atteindre un seul mouvement du 50e étage. Tout était absolument un crabe géant, doté d'une carapace quasiment indestructible, d'une solidité à toute épreuve. Selma dit à Auron qu'il est le plus fort d'entre eux, et s'il parvient à trancher l'énorme pince du crabe, le reste du groupe pourra s'en occuper sans problème, et ils pourront tous rentrer chez eux pour un grand festin bien mérité. Auron sourit et dégaine son épée, avançant avec assurance vers le monstre gigantesque, tandis que le tank lui dit de faire attention car la carapace du crabe est censée être incroyablement dure et extrêmement difficile à percer, presque impénétrable. Auron ne semble pas s'en soucier, cependant, alors qu'il saute en l'air et abat son épée sur l'articulation du crabe, tranchant sans effort son énorme pince, ce qui élimine la seule menace majeure dont il devait se méfier. Une fois cela fait, Selma et les autres se débarrasseront facilement du monstre, et tout le monde applaudit alors que l'expédition touche enfin à sa fin. Et ils se préparent tous à rentrer. Leur célébration est cependant de courte durée, quand Auron ressent une immense appréhension, et soudain la réalité elle-même se brise, et le dragon noir émerge de la faille, fonçant droit sur eux. Mais c'est ici que cette vidéo se termine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine fois.